Le 16 juillet 1969, 3 astronautes s'envolent à bord de la fusée américaine Apollo 11 avec pour mission d'aller jusqu'à la Lune, de s'y poser et d'en explorer la surface. C'est sur le programme Apollo que va se jouer l'issue de la course à l'espace lancée depuis maintenant 12 ans entre les États-Unis et l'URSS. Cinq alunisages auront lieu dans les 3 années et demie qui suivent le vol Apollo 11. Et chacun d'eux permettra d'approfondir les connaissances nécessaires à l'exploration lunaire et apportera les données nouvelles sur les origines de notre planète et de son satellite. Ignition sequence start. Message from London. Another German V-2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. La Lune a toujours occupé une place de choix pour tous ceux qui s'intéressent au mouvement des astres et des planètes. C'est notre voisine la plus proche. Elle gravite autour de notre planète selon une trajectoire elliptique et c'est sa force gravitationnelle qui régit les marées. Tournant autour de la Terre à environ 400 000 km de distance, la Lune nous indique également l'écoulement du temps suivant les phases de son cycle quasi mensuel et ne nous montre jamais qu'une seule et même face. Elle est 4 fois plus petite que la Terre et sa surface est bombardée par des météorites depuis des milliards d'années. Elle est en outre constamment balayée par les radiations solaires et les températures à sa surface vont de 120 degrés au-dessus de zéro à moins 160 sur la face cachée. Le sol lunaire peut être divisé en 2 parties. Les continents, taches claires aux nombreux cratères visibles depuis la Terre. Et les mers, plus sombres. Les mers, ainsi appelées bien que ne contenant pas la moindre goutte d'eau. La face visible de la Lune est constituée à 65% de continents. Et le fait que ceux-ci soient davantage cratérisés indique qu'ils se sont formés avant les mers. Galilée fut le premier en 1610 à observer les caractéristiques de la Lune avec sa lunette. Il décrivit sa surface comme inégale, pleine de creux et de protubérances, à l'instar de celle de la Terre. Plus récemment, au début des années 60, lorsqu'on a commencé à envisager l'idée de mission habitée jusqu'à ce satellite si proche et pourtant si mystérieux, on a étudié sa surface de plus près grâce à des sondes qui en retransmettaient des clichés. Des satellites artificiels ont permis d'établir des cartes et de sélectionner des zones planes en vue d'un futur alunissage. Des milliers d'hommes ont travaillé sans relâche afin qu'un jour quelques-uns de leurs semblables puissent poser le pied sur l'endroit vers lequel Galilée avait pointé sa lunette quelques siècles plus tôt. Et le 20 juillet 1969, 2 Américains foulent le sol lunaire. Okay, I just checked getting back up to that first step. That hasn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Plus de 5 millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur Neil Armstrong au moment où il descend l'échelle du LEM. Edwin, Buzz Aldrin et lui ont décidé d'oublier la période de repos qui devait suivre l'alunissage et 6 heures seulement après leur arrivée, les 2 hommes entament la première marche sur la Lune. En fait, Armstrong aurait dit « un petit pas pour un homme ». Et le 1 aurait été perdu lors de la transmission. Une différence minime qui ne change en rien ou presque le sens de la citation.
One small step for man. En tant que chef de la mission Apollo, Armstrong est le premier à marcher sur la Lune. Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. Okay, ready for me to come out? All set. Okay. 15 minutes après, Aldrin descend à son tour l'échelle pour le rejoindre. Comme Armstrong, Buzz vérifie qu'il pourra sans problème remonter dans le module lunaire. La gravité lunaire n'étant qu'un sixième de celle de la Terre, il constate qu'il peut sans trop d'efforts faire le bond qui lui permet d'accéder au premier barreau de l'échelle. Okay, now I think I'll do the same. A little more. About another inch. Un petit bond qui, mine de rien, conditionne à lui seul le retour des deux astronautes sur Terre. Comme n'importe quel touriste, les astronautes prennent un moment pour admirer le panorama. Hey, Neil, didn't I say we might see Ils ne some disposent que de quelques heures pour mener à bien leur activité extravéhiculaire. sparkly? Ils font quelques expériences de surface et ramassent des échantillons. Le moindre de leurs gestes a une valeur scientifique, et leurs observations physiques et visuelles sont tout aussi importantes que leurs activités programmées. Avant de s'attaquer à l'examen du sol lunaire et de ses propriétés, les astronautes prennent le temps de faire quelques photos et célèbrent par une petite cérémonie cette journée historique. Depuis le début, les programmes spatiaux des deux grandes puissances sont subventionnés par des fonds d'État et largement soutenus par l'opinion publique, qui voit dans les réussites spatiales un symbole de puissance nationale et d'héroïsme. Mais sur le plan international, dans le climat généré par la guerre froide, l'exploration spatiale a été perçue comme une menace, même si celle-ci restait quelque peu abstraite. En janvier 1967, les Nations Unies ont donc adopté un traité rassemblant les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. L'article 2 stipule que l'espace, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. La NASA savait donc que le premier alunissage devait satisfaire la fierté nationale américaine sans pour autant donner à penser à la communauté internationale que les États-Unis tentaient de s'approprier la Lune. En février 1967, le comité de la NASA sur les activités symboliques du premier alunissage a ainsi rendu public le détail de la cérémonie qui serait organisée par les hommes d'Apollo 11. Les astronautes planteraient un drapeau américain, non pas en signe d'appropriation du sol lunaire, mais comme le symbole d'un engagement tenu. Et puisque la Lune n'a pas d'atmosphère, une tige horizontale tendrait le sommet du drapeau pour donner l'impression qu'il flotte au vent. There's two hemispheres, one showing each of the two hemispheres of Earth. Underneath it says, "Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon." Les astronautes apposent également une plaque commémorative sur le pied du module lunaire et déposent un rameau d'olivier en or, un écusson de la mission Apollo 1, des médailles à la mémoire de 2 cosmonautes disparus et un disque de silicone sur lequel ont été gravés les messages de bienvenue de 23 chefs d'État. Pendant ce temps, Michael Collins, le pilote du module de commande, tourne autour de la Lune en 70 minutes, seul, à 400 000 km de la Terre. Via Houston, le président Richard Nixon appelle les 2 astronautes sur la Lune pour les féliciter. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made.
Sur la Lune, le travail vient de commencer. Armstrong et Aldrin ramassent près de 25 kg d'échantillons de roches et de sol, installent une feuille d'aluminium pour capter les particules transportées par le vent solaire et mettent en place un sismographe et un réflecteur laser. Buzz, this is Houston. It's about time for you to start your EVA closeout activities. Au bout de 2h30, ils retournent à bord du module lunaire. Houston leur rappelle qu'il est maintenant prévu qu'ils dorment 5 heures. Anything more before I head on up, Bruce? Negative. Head on up the ladder, Buzz. Mais à l'intérieur du module lunaire, où l'espace est très réduit et la température assez froide, les deux hommes sont trop excités pour penser à dormir. Pendant qu'ils tentent de se reposer, un deuxième visiteur débarque sur la Lune. Le sismographe qu'ils ont installé à peine 1 heure plus tôt enregistre la chute brutale de Luna 15. La NASA, surprise par le lancement de cette sonde, a obtenu des Soviétiques les trajectoires de vol prévues pour leur engin. Et les responsables de la mission Apollo ont reçu toutes les garanties nécessaires que Luna 15 ne viendrait pas perturber l'activité des astronautes américains. Car pendant tout ce temps, les Soviétiques ne sont pas restés les bras croisés. Et depuis 10 ans, ils ont accumulé les succès. En 1959, Luna 2 a été la première sonde à toucher le sol lunaire. Et Luna 3, la première à prendre des photos de la face cachée de l'astre. Puis en 1966, Luna 10 a été la première sonde mise en orbite autour de la Lune. Mais en 1969, ce programme de mission lunaire habitée est sur le point d'être interrompu en raison de problèmes techniques sur la fusée géante N1. Le 3 juillet, 13 jours avant le lancement d'Apollo 11, une N1 a en effet explosé lors de la répétition générale de ce qui devait être la première tentative d'envoyer un soviétique sur la Lune. Le 16 juillet, les Russes ont lancé une fusée moins puissante, chargée d'expédier sur la Lune la capsule non habitée Luna 15. Cette dernière est censée allunir, forer le sol pour recueillir des échantillons et les rapporter sur Terre. Ainsi, si la mission Apollo 11 avait échoué, Luna 15 aurait rapporté les premiers échantillons en provenance de la Lune. Mais la capsule soviétique s'écrase à la surface du satellite, tandis que les astronautes américains sont en train de prendre un repos bien mérité. Pourtant, le fait que la NASA ait pu obtenir des Soviétiques les trajectoires de vol de Luna 15 constitue une première sur le plan politique, et cet échange de renseignements entre les deux grands acteurs de la guerre froide laisse présager leur future coopération dans le domaine spatial. 21 heures après l'alunissage, Buzz Aldrin fait monter le module jusqu'à une centaine de kilomètres de la surface. C'est là que s'effectue le rendez-vous avec Columbia, resté en orbite. La partie inférieure du module, celle où est fixée la plaque commémorative, reste sur la Lune, ainsi que quelques installations scientifiques et quelques débris de l'expédition. La puissance du décollage renverse le drapeau américain et dépose une couche de poussière sur l'ensemble du site. Les deux astronautes à bord d'Eagle viennent s'arrimer avec Columbia et rejoignent Collins dans le module de commande, emportant avec eux les échantillons de roches et de sol. Le module lunaire, lui, est laissé en orbite. Il tournera autour de la Lune pendant plusieurs semaines avant de s'écraser à sa surface. Roger, the Hornet is on the station, just far enough off the target point to keep from getting hit. Il faut 60 heures à Columbia pour regagner la Terre. Et avant même l'amérissage, la mission est considérée comme un succès. Apollo 11 suit la trajectoire qui a été élaborée grâce aux missions 8 et 10 et rentrée dans l'ordinateur de bord. Et 195 heures après le début de leur voyage, les astronautes amérissent dans le Pacifique. La dernière formalité à laquelle l'équipage doit se plier est la mise en quarantaine imposée par la NASA, qui a pour but d'empêcher les astronautes d'importer dans la biosphère terrestre des microbes venus de l'espace. Suivant la procédure prévue,
L'équipage du porte-avions Hornet arrose Columbia de désinfectants puis donne aux 3 astronautes des combinaisons biologiques isolantes qu'ils doivent enfiler avant de sortir de la capsule. Une fois à bord du Hornet, les astronautes entrent dans un grand caisson baptisé Unité de quarantaine mobile, à partir duquel ils rejoignent le laboratoire lunaire de réception. Le président Richard Nixon, qui qualifiera plus tard la mission Apollo 11 de semaine la plus importante de l'histoire depuis la création, a fait le déplacement pour être à bord du Hornet. N'ayant pu être aux côtés des astronautes la veille du lancement, en raison de la période d'isolation imposée par la NASA avant le vol, il n'a pas voulu manquer l'occasion de saluer leur retour. À l'issue de la période de quarantaine, Aldrin, Armstrong et Collins sont fêtés en héros en Amérique bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. Armstrong à lui seul est décoré par 17 pays. Apollo 11 a prouvé que l'homme pouvait aller sur la Lune et en revenir. Mais ce n'est qu'avec l'exploration de toutes les données d'une valeur inestimable rapportées par l'équipage que l'on prendra pleinement conscience de l'importance de cette mission. Au cours des 3 derniers milliards d'années, la surface de la Lune n'a presque pas changé. Et il est probable que les empreintes des astronautes resteront visibles pendant les 3 prochains milliards d'années. Les missions Apollo ont permis de lever un coin du voile sur les origines et l'histoire de la Lune. On sait désormais qu'après sa création, les couches extérieures du sol restèrent un certain temps en fusion, puis furent bombardées par des météorites, ce qui généra d'immenses cratères. La désintégration d'éléments radioactifs présents depuis son origine réchauffèrent le cœur de l'astre, faisant surgir des flots de lave en surface. Et c'est cette lave qui, en remplissant les cratères, forma les taches sombres ou mers lunaires visibles de la Terre. En arrivant sur la Lune, les astronautes ont constaté que sa surface était recouverte de poussière et de fragments de rochers. Contrairement à la Terre où l'eau, le vent et les diverses formes de vie ont effacé les preuves géologiques qui auraient pu permettre de retracer l'histoire des premières années de notre planète, la Lune est restée inchangée. Et en analysant les échantillons géologiques rapportés par la mission Apollo 11, c'est un peu comme si l'homme avait l'occasion d'étudier la matière qui constituait la Terre au tout début de son histoire. En plus du ramassage de rochers et d'échantillons divers, la mission Apollo 11 a mis en place plusieurs expériences de surface. Ainsi, l'expérience du laser, qui consistait à aligner un réflecteur de manière à renvoyer un rayon laser émis depuis la Terre en direction de la Lune. Le chronométrage du temps nécessaire pour le retour du signal a rendu possible le calcul précis de la distance Terre-Lune. The Lick Observatory in California reports a return on the laser experiment. Cette expérience a également permis de quantifier les variations de la vitesse de rotation de la Terre. Neil, this is Houston. We'd like you all to get 2 core tubes and the solar wind experiment. 2 core tubes and... Deuxième expérience de surface réalisée par l'équipage d'Apollo, l'installation de détecteurs de vent solaire. Le vent solaire est un courant de particules ionisées d'hélium et d'hydrogène, émises par le Soleil et qui balaient l'espace interplanétaire. Les détecteurs ont permis de mesurer l'impact de ces particules, fournissant aux scientifiques de précieuses données. Les astronautes d'Apollo 11 ont également laissé sur la Lune un sismographe. Identique à ceux utilisés pour mesurer la magnitude des tremblements de terre, l'appareil remplit la même fonction sur la Lune. Quelques mois après son installation, il enregistre notamment les vibrations causées par l'équipage de la mission Apollo 12. Contrairement à l'équipage d'Apollo 11, les hommes d'Apollo 12 ont tous été recrutés dans la marine américaine. Leur mission est programmée pour novembre 1969 et ils se livrent à des simulations de sortie, leur programme prévoyant des activités extravéhiculaires plus longues et plus complexes que celles des vols précédents. L'équipage
d'équipage, Peter Conrad, Alan Bean et Dick Gordon, s'entraînent un mois de plus pour que la NASA puisse préparer un alunissage précis dans l'océan des tempêtes, la vaste zone plate où se sont déjà posées les sondes soviétiques Luna 9 et 13 et les sondes américaines Surveyor 1 et 3. La trajectoire d'Apollo 12 est calculée pour que le module se pose à quelques pas de Surveyor 3. Altitude at 1/2 mile. Roll complete. Deux coups de foudre frappent Apollo 12 pendant la phase de décollage. Le premier à une altitude de 1800 mètres, le second à 3600. Okay, we just lost the platform, gang. I don't know what happened here. We had everything in the world drop out. Fuel cell lights and AC bus light, fuel cell disconnect, AC bus overload 1 and 2, main bus A and B out. Pendant 30 secondes, tous les circuits électriques sont surchargés, ce qui modifie l'alignement de la plateforme de guidage du module de commande. Or, cette plateforme, qui sert de référence pour toutes les positions de tir, est indispensable à la bonne poursuite de la mission. Une fois en orbite autour de la Terre, Dick Gordon réaligne la plateforme en se fiant aux étoiles. Après vérification des systèmes de guidage et de commande, Apollo 12 reprend sa route. Les calculs effectués par la NASA étaient extrêmement précis. Et après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, Bean et Conrad parviennent à faire alunir le module Intrépide à quelques centaines de mètres à peine de la sonde. Roger, copy, 284. Guys, update. Hey, there it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Outstanding, 42 degrees, Pete. Ce n'est qu'après le retour sur Terre d'Apollo 11 que la NASA avait défini avec exactitude l'emplacement du premier alunissage. He's got it made. Come on in there. 24 feet. Contact light. Roger, copy contact. The brakes are closed. Landing. Hey, outstanding, man. Okay. Down to the pit. That may have been a small seal, but that's along with moving. Conrad est le premier à sortir de l'Intrépide. Avec Bean, il entame la première des deux sorties lunaires. Les astronautes installent une caméra pour retransmettre les premières images en couleur depuis la Lune. Mais la transmission ne dure pas. La caméra s'étant trouvée exactement dans l'axe du Soleil, son tube explose. Les deux sorties prévues pour Apollo 12 sont basées sur les enseignements du premier alunissage, mais durent plus longtemps, près de 4 heures chacune. Les astronautes mettent à profit ce temps supplémentaire pour choisir avec plus de soin les échantillons qu'ils récoltent et assembler une station géophysique sophistiquée et un générateur nucléaire portable, le RTG. L'équipage installe aussi un magnétomètre qui permet de mesurer pour la première fois le champ magnétique lunaire. Enfin, ils mettent en place une nouvelle expérience sur le vent solaire pour capter les particules venant du Soleil et rassemblent plus de 30 kg d'échantillons de sol et de roches. Après un bref repos dans le module lunaire, les astronautes entament une deuxième sortie. Ils parcourent les 150 mètres qui les séparent de la zone d'alunissage de Surveyor 3 et récupèrent des morceaux de la sonde. Chaque nouvelle mission signifie des données scientifiques supplémentaires. Le sismographe installé par Apollo 12 a ainsi enregistré 30 minutes de vibration lorsque le module lunaire est venu s'écraser au sol. Il a également enregistré des tremblements de Lune, chaque fois que la Lune, au cours de sa trajectoire, passait plus près de la Terre. Ces vibrations résultent de l'interaction entre le champ magnétique de notre planète et celui de son satellite. Les échantillons rapportés par Apollo 12 ont eux permis de se faire une idée de l'âge des mers lunaires. Les rochers rapportés par Apollo 11 s'étant avérés plus vieux de plusieurs centaines de millions d'années que ceux rapportés par Apollo 12,
on a pu établir que l'événement qui a présidé à la naissance des mers s'est produit il y a environ 3 milliards 300 millions d'années. Les carottes prélevées dans le sol présentaient une disposition en couches et étaient composées de minuscules fragments de rochers, de particules de verre et de morceaux de météorites. Tous ces échantillons portaient des impacts de météorites. De tout petits cratères étant visibles même sur les plus petits bouts de sol lunaire. Petit à petit, la Lune dévoile ses secrets et sur Terre, scientifiques et profanes lui accordent toute leur attention. Fin 1969, après 2 missions lunaires réussies, la NASA a le vent en poupe. Un comité spécial nommé par le président publie une liste de recommandations pour l'avenir du programme spatial. Il préconise, entre autres, la mise au point d'une navette spatiale réutilisable, la construction d'une base orbitale habitée en permanence et un vol habité sur Mars pour le milieu des années 80. Mais ce bel optimisme va être fortement tempéré quelques mois plus tard par les revers essuyés par le programme Apollo. Alan Shepard fait partie des astronautes de la NASA depuis le premier jour. Il a été recruté dans les rangs de la marine lors du projet Mercury en 1959 et en mai 1961, il est devenu le premier Américain dans l'espace en réalisant un vol suborbital de 15 minutes 32 secondes à bord de la capsule Mercury 3. En 1963, quelques semaines avant le début du projet Gemini, précurseur des missions Apollo, Shepard a commencé à souffrir de violents vertiges. Il est atteint du syndrome de Meniere et on l'interdit de vol. Le syndrome de Meniere se caractérise par un excès de fluide dans l'oreille interne et la pression qui en résulte engendre une sensibilité accrue au mouvement. À l'annonce du verdict, Shepard est effondré. Pendant des années, il cherche un traitement et à l'automne 1968, il se fait secrètement opérer. L'opération est un succès et en 1969, Shepard rejoint les rangs des astronautes, bons pour le service. Il fait alors le forcing pour être dans l'équipage d'Apollo 13. Également ancien astronaute du projet Mercury, Dick Slayton, devenu directeur des opérations des missions Apollo, affecte Shepard à la mission Apollo 14. Pour la mission Apollo 13, il choisit James Lovell, Ken Mattingly et Fred Haise. Alan Shepard va donc devoir assister à une mission de plus depuis la Terre, un vol presque aussi difficile à regarder pour lui qu'il a dû être à vivre pour les 3 astronautes retenus. Quelques jours avant le décollage, l'équipage se retrouve exposé au virus de la rubéole. Mattingly, qui n'est pas vacciné contre cette maladie, est remplacé au poste de pilote du module de commande par Jack Swigert. Apollo 13 ne réussira pas à l'unir près du cratère de Fra Mauro, car son équipage va se trouver confronté à une incroyable série de problèmes techniques. 5 minutes et demie après le décollage, Swigert, Haise et Lovell sentent une légère vibration. Puis le moteur central du 2e étage de la fusée s'éteint prématurément. Les 4 autres moteurs de cet étage doivent donc rester allumés plus longtemps que prévu, tout comme ceux du 3e étage pour hisser Apollo en orbite terrestre. The crew of Apollo 13, wishing everybody there a nice evening, and we're just about ready to close out our inspection of Aquarius and get back for a pleasant evening at Odyssey. Good night. Un peu plus tard, 9 minutes après la fin d'une retransmission télévisée en direct, une forte détonation ébranle le module de commande. Un voyant d'alerte a accompagné la déflagration et 2 autres vont s'allumer peu après. Le premier indique une baisse de l'alimentation électrique. Les 2 autres, la perte de 2 des 3 piles à combustible.
Enfin, 13 minutes après l'explosion, la plus mauvaise nouvelle tombe. Jim Lovell regarde par le hublot de gauche et fait la déclaration suivante. Leur réserve d'oxygène se déverse dans l'espace. L'explosion a eu lieu dans le réservoir d'oxygène numéro 2 du module de service. En moins d'une heure, l'équipage est confronté à une baisse d'oxygène et d'électricité. Plus question d'aller sur la Lune. L'objectif est désormais de ramener l'équipage sur Terre, sain et sauf. The Apollo 13 spacecraft has had a serious power supply malfunction. La nouvelle ne tarde pas à s'ébruiter. Les médias retransmettent les informations au fur et à mesure de l'évolution de la situation, tant dans la salle de contrôle que dans la capsule. Now let's everybody keep cool. We got LEM still attached. The LEM spacecraft's good. So if we need to get back home, we got LEM to do a good portion of it with. Les batteries n'ont plus que 15 minutes d'autonomie lorsque le contrôleur de vol ordonne aux astronautes de s'installer dans le module lunaire Aquarius, qu'ils vont utiliser comme canot de sauvetage pour revenir sur Terre. Houston est confronté à une tâche difficile. La capsule n'est pas sur une trajectoire qui lui permette d'effectuer un retour en vol libre. Et il va donc falloir utiliser les moteurs pour la mettre en situation de retour. Or, ce tout nouveau plan de vol doit être défini et testé en simulateur avant d'être transmis à l'équipage. C'est le module lunaire qui va guider le vaisseau endommagé vers la Terre. Et la plateforme de navigation du module de commande doit donc être transférée dans le module lunaire. Une course contre la montre commence, d'autant que l'équipage risque de manquer d'énergie et d'oxygène pour finir la mission. Go ahead, Flight. I want you to get some guys figuring out minimum power in the LEM to sustain life. Avant l'explosion, l'équipage a déclenché le moteur qui a lancé la capsule sur la trajectoire devant les emmener sur la Lune. L'objectif étant désormais de ramener le vaisseau sur Terre, les corrections de trajectoire sont nécessaires. Il faut que la capsule contourne la Lune sur une orbite qui lui permette de revenir sur Terre. Ces corrections détermineront également où et dans combien de temps Apollo 13 amérira. Aquarius, and you go for the burn. %. Okay, Aquarius, you're looking good. Auto shut down. We're good, sir. Ground confirms ignition. Shut down. Roger, shut down. Une fois les corrections effectuées, il reste encore d'autres problèmes à résoudre. Le module lunaire Aquarius a été conçu pour un équipage de 2 personnes et une autonomie de 45 heures. Or, il va devoir accueillir les 3 astronautes pendant près de 90 heures. L'alimentation en oxygène d'Aquarius fonctionne normalement et devrait suffire au voyage de retour. D'autant qu'il y a également les bouteilles d'oxygène de l'équipement de survie. Économiser au maximum les réserves en alimentation électrique et en eau semble également faisable. On débranche tous les systèmes non vitaux du module lunaire et on rationne l'eau à 1/5 de la consommation normale. Les astronautes souffriront de déshydratation, mais on ne peut faire autrement. Le principal problème reste désormais le dioxyde de carbone. Le LEM est conçu pour filtrer les émissions respiratoires de 2 hommes pendant 2 jours. Or, Aquarius va devoir transporter 3 hommes pendant 4 jours. Au bout de 36 heures de vol, un voyant indique que le CO2 a atteint un niveau critique. Les ingénieurs de la NASA ont alors l'idée d'adapter l'embout carré des boîtes métalliques d'hydroxyde de lithium, qui filtrent normalement le CO2 dans le module de commande, pour qu'il puisse s'ajuster aux ouvertures circulaires du système de filtrage du module lunaire. Ils testent la faisabilité de l'opération au sol, en se limitant au matériel dont disposent les astronautes: carton, ruban adhésif et sacs en plastique. Puis à bord du vaisseau, les astronautes bricolent les mêmes embouts et parviennent à faire baisser le taux de dioxyde de carbone dans le LEM. Au sol, les diverses équipes du programme Apollo sont sur la brèche.
simulant toutes les procédures envisagées avant qu'on ne transmette des instructions à l'équipage. Les médias font vivre le drame en direct à l'Amérique et répercutent aussitôt la moindre information communiquée par la NASA qui, malgré l'urgence de la situation, prend le temps de donner des conférences de presse et joue la transparence. Hey, I want to say you guys are doing real good work. So are you guys, Jack. Le vendredi matin, l'équipage largue le module de service endommagé. Jim Lovell est le mieux placé pour voir s'éloigner l'engin et constater les dégâts sur le panneau qui recouvrait les réservoirs d'oxygène. Trois heures plus tard, l'alimentation est rétablie à bord du module de commande Odyssey et les 3 astronautes ont réintégré leur vaisseau. Les équipes au sol ont réussi l'incroyable exploit de mettre au point, simuler et transmettre à l'équipage les procédures pour rétablir l'alimentation en seulement 3 jours. L'équipage largue Aquarius et se prépare à la rentrée. Apollo 13, the age of Aquarius ended at 141 hours, 30 minutes, ground elapsed time. Le monde retient son souffle au moment où Odyssey entre dans la phase de silence radio, inévitable lors de toute rentrée dans l'atmosphère. It comes in as it begins its re-entry. The best thing we can do now is just to listen and hope. Pendant plusieurs minutes, alors que la chaleur dégagée par la capsule ionise l'air, personne ne sait comment l'équipage réagit. Puis on entend la voix de Jack Swigert. Bientôt, la capsule se balance sous son parachute principal. Ils sont de retour. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. Peu après l'amérissage, le programme Apollo est momentanément stoppé et une commission d'enquête est instaurée. Ces conclusions permettent d'établir que l'explosion dans le module de service est imputable à une erreur humaine. Les commutateurs des bobines des réservoirs d'oxygène n'ont pas été changés lorsqu'on en a modifié le voltage. Des tests effectués sur le pas de tir montrent que dans de telles conditions, ces commutateurs sont soumis à une surchauffe. Et lors du vol Apollo 13, c'est de là qu'est venue l'étincelle qui a provoqué l'explosion des réservoirs d'oxygène. À la fin de l'été 70, les fonds disponibles pour le programme Apollo ne permettent plus que 4 alunissage de capsules. Plusieurs mois avant le décollage d'Apollo 13, l'argent qui devait financer le vol Apollo 20 a été affecté au futur programme Skylab et les missions 18 et 19 ont été annulées pour des raisons budgétaires. Apollo 13 est qualifié d'échec réussi. L'alunissage n'a pas eu lieu, mais les astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre. Donc, après l'échec d'Apollo 13 et l'annulation des 3 dernières missions du programme, l'équipage d'Apollo 14 est on ne peut plus conscient de la nécessité d'un succès pour la NASA. Et sur le plan personnel, Alan Shepard a également à cœur que cette mission soit une réussite. Lui qui fait son retour 10 ans après son vol suborbital avec le programme Mercury. Stuart Roosa est le pilote du module de commande et Edgar Mitchell accompagnera Shepard sur la Lune. Les premières étapes de la mission se déroulent comme prévu. Le décollage et le passage en orbite terrestre se passent sans anicroche. Et les astronautes font bientôt route vers la Lune. Mais au moment d'arrimer le module de commande Kitty Hawk au module lunaire Antares, l'équipage est confronté à un problème mécanique qui manque de réduire à néant tous les espoirs de Shepard de pouvoir un jour marcher sur la Lune. La procédure d'arrimage est prévue pour se dérouler en 2 temps.
Stuart Roosa doit tout d'abord réussir à aligner le module de commande. Une fois le contact opéré, 3 premiers systèmes de verrouillage doivent maintenir les 2 appareils ensemble. Puis l'assemblage est consolidé grâce à 12 autres points de verrouillage plus importants sur le collier d'amarrage. Mais les 3 premiers systèmes de blocage ne fonctionnent pas. 4 fois, Stuart Roosa amène le module de commande exactement dans l'axe du module lunaire et 4 fois, les systèmes refusent de s'enclencher. À la 5e tentative, Roosa plaque le module de commande contre le module lunaire et opère un arrimage en force par une poussée des réacteurs. Apollo 14 poursuit alors sa mission et alunit à Fra Mauro dans les continents lunaires, à une centaine de mètres seulement de la cible prévue, en dépit d'une panne d'ordinateur qui a failli annuler la mission. Une fois sur la Lune, Shepard et Mitchell recueillent des échantillons dans le cratère de Fra Mauro. Leur âge sera estimé à plus de 4 milliards d'années. Lors de leurs 2 sorties, les astronautes disposent d'un chariot pour transporter les rochers. Mais manipuler cet engin sur le sol lunaire s'avère plus difficile que prévu. Puis, juste au moment de réintégrer le LEM, Alan Shepard se livre à une expérience sur la gravité lunaire qui ne figurait pas au programme. À l'époque du projet Mercury, dans une interview au magazine Life, il avait déclaré qu'il aimerait bien jouer au golf sur la Lune. 12 ans plus tard, il peut s'offrir ce luxe en fixant la tête d'un club de golf sur la poignée d'un outil de ramassage d'échantillons. Houston, while you're looking that up, you might recognize what I have in my hand as the handle for the contingency sample return. It just so happens to have a genuine 6 iron on the bottom of it. In my left hand, I have a little white pellet that's familiar to millions of Americans. Drop it down. Sa combinaison spatiale encombrante ne lui permet guère d'exécuter un swing très élégant. Mais il parvient à frapper la balle avec son fer improvisé. La mission Apollo 14 est le succès dont la NASA avait besoin pour faire oublier la déconvenue de la mission précédente. L'accueil du public est en revanche plus mitigé à l'égard des expériences extrasensorielles menées par Edgar Mitchell, le pilote du module lunaire pendant les vols aller et retour. Il choisissait dans sa tête une carte parmi un jeu complet et des parapsychologues sur Terre tentaient de deviner la carte qu'il avait retenue. Mitchell, Roosa et Shepard reviennent sur Terre le 9 février 1971. Comme leurs prédécesseurs, ils sont mis en quarantaine pour éviter l'importation de microbes lunaires. Ce seront les derniers astronautes Apollo à devoir observer cette quarantaine. Les 3 dernières missions Apollo comporteront de plus longues sorties sur la surface lunaire et davantage de travaux scientifiques depuis le module de commande. Les astronautes auront en outre un moyen de transport à leur disposition sur la Lune, le rover. Ce véhicule a été conçu pour supporter le poids de 2 astronautes avec leurs combinaisons, leur équipement et les échantillons récoltés. En 1969, Boeing signe un contrat pour la construction de 3 rovers. Une commande centrale permet de contrôler accélération et direction. Pensé pour tenir dans un compartiment placé sous le module lunaire, l'engin doit pouvoir être déployé par 2 astronautes. Pour ce faire, le châssis se replie en 2 endroits et les roues se replient également. Chaque roue est actionnée par un moteur développant un quart de cheval-vapeur et la direction est commandée soit par les roues avant, soit par les roues arrière, soit par les 4 en même temps. Il pèse 210 kg et peut en transporter plus de 410.
Fin juillet 1971, le module lunaire d'Apollo 15, baptisé Falcon, emporte le premier rover sur la Lune. Dave Scott, vétéran de Gemini 8 et Apollo 9, commande la mission. Jim Irwin fait allunir le Falcon à plusieurs kilomètres à l'est de la faille de Hadley, une gorge de 370 mètres de profondeur, près des monts Apennins. Al Worden dirige des expériences depuis le module de commande Endeavour. Il utilise une caméra cartographique et un altimètre laser qui vont permettre de dresser un plan très précis de la topographie lunaire. Sur la fin de la mission, Worden déploie également un sous-satellite pour mesurer les concentrations de masse de la Lune. Sur un total de 66 heures passées sur la Lune, Irwin et Scott effectuent 3 sorties et parcourent 25 km à bord du rover. Ils reviennent avec plus de 78 kg d'échantillons lunaires, dont une pierre de Lune. Ce morceau de croûte lunaire primaire, vieux de 4 milliards 100 millions d'années, permettra d'en savoir davantage sur la formation de la Lune. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather... Dave Scott fait la démonstration pratique de la loi fondamentale de Galilée sur la chute des corps, selon laquelle, en l'absence d'atmosphère, tous les objets tombent à la même vitesse. Il utilise pour l'expérience un marteau géologique et une plume de faucon. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the 2 of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? La plume, le rover et une plaque commémorative resteront dans les montagnes lunaires. Gravés sur la plaque, les noms de 14 astronautes et cosmonautes morts au service de la conquête spatiale. Sur le chemin du retour, Al Worden sort de la capsule pour récupérer les cassettes de film dans le module de service. Il flotte alors dans l'espace à 317 000 km de la Terre. La capsule amérit avec seulement 2 de ses 3 parachutes ouverts. Une fin mouvementée pour une mission couronnée de succès. Mais une mauvaise publicité va quelque peu ternir l'image de la mission après coup. Sur la Lune, Irwin et Scott ont officiellement timbré 200 courriers pour les services postaux comme objet de collection. Mais ils ont également timbré plusieurs centaines de cartes supplémentaires pour un revendeur privé. Quelques mois plus tard, l'affaire s'ébruite et les 3 astronautes doivent s'expliquer devant une commission sénatoriale. Apollo 16 est la 2e des missions J. En avril 1972, le commandant John Young et le pilote du module lunaire Charles Duke se posent dans les hautes terres de Descartes. Ils passent 71 heures sur la surface de la Lune, pendant que Ken Mattingly, qui a dû renoncer à la mission 13 parce qu'il avait attrapé la rubéole, reste en orbite dans le module de commande Casper. Mais un petit problème technique vient perturber la mission. Les astronautes disposent chacun d'un casque avec distributeur intégré de jus d'orange. Or, le micro de Charles Duke se coince dans l'appareil et il finit sa sortie avec un casque rempli d'orangeade. John Young teste les limites du rover en le poussant à la vitesse record de 18 km/h. Les astronautes parcourent une distance totale de 35 km. Oh, what a nice day. Oh, funny, there's not a cloud in the sky, except in the earth. C'est en décembre 1972 qu'a lieu l'ultime mission lunaire du projet Apollo.
Le vol Apollo 17 a pour équipage Eugene Cernan, commandant de la mission, Ronald Evans, pilote du module de commande, et Harrison Schmitt, pilote du module lunaire. Oh, dadgummit. Jack Schmitt having a few problems. Leur séjour de 74 heures dans la vallée de Taurus-Littrow est la plus longue excursion lunaire. Et pour la première fois, l'un des astronautes est issu du corps scientifique. It's all over. Orange. Don't hold it till I see it. I've started up. Harrison Schmitt guide le module Challenger jusqu'au sol lunaire, pendant qu'Evans reste en orbite à bord d'America. Bien que toutes les missions lunaires aient été accomplies au nom de l'humanité entière, Evans a voulu que son module soit baptisé du nom du pays qui le premier a envoyé des hommes sur la Lune. 99, proceeded, 3, 2, 1. La dernière mission Apollo rentre au bercail. Le succès de ce vol et des 5 précédents à l'unissage est la preuve qu'une équipe de plusieurs milliers d'hommes soigneusement coordonnés peut développer la technologie nécessaire pour explorer la Lune. Les missions Apollo ont permis de rapporter des renseignements précieux sur la composition et l'histoire de la Lune. Et c'est grâce à elles qu'on a appris entre autres que la Lune est stérile, qu'il n'existe pas d'eau en surface ni aucune forme de vie, et que si elle est chimiquement identique à la Terre, elle n'en est pas pour autant un fragment, comme certains scientifiques l'avaient supposé avant les premiers alunisages. On a également découvert que la Lune, à l'instar de la Terre, a traversé plusieurs périodes de réchauffement interne, et que ce sont ces dernières qui ont donné naissance aux zones sombres, baptisées mers lunaires. Plus important enfin, l'humanité a pris conscience avec le programme Apollo de la petite place qu'elle occupe dans l'univers. Ce formidable exploit, envoyer des hommes sur la Lune et les faire revenir, nous a donné une preuve empirique de la fragilité de notre existence. Et l'incroyable vision de notre planète depuis la Lune, petite boule bleue perdue dans l'immensité spatiale, a changé pour toujours notre vision des choses.